Mogadel 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, crise dans l'est de la RDC. Ahmed Attaf appelle lors d'une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à renforcer le rôle de l'UA pour une solution pacifique au conflit. Signature ce lundi de contrats stratégiques dans le domaine du dessalement de l'eau de mer pour la réalisation de 3 nouvelles stations dans les wilayas de Tlemcen, Chlef et Mostaganem. À la demande du groupe A3+, le Conseil de sécurité de l'ONU examine ce lundi la reconnaissance par l'entité sioniste du Somaliland, une décision qui a suscité une vive controverse et de nombreuses réactions internationales et régionales. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a annoncé ce lundi le martyre de Abu Ubaïda alias Samir Abdullah Al-Kalout, ancien porte-parole des brigades Al-Qassam, et de Mohamed Sinwar, son commandant à Gaza. Et enfin, l'armée chinoise mène des exercices militaires d'envergure et frappe des cibles mobiles au sol. On en parlera plus amplement avec Zhang Shanhui en direct de Pékin. Bonsoir à toutes et à tous. Le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a participé ce lundi à une réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine consacrée à l'examen de la grave situation dans l'est de la République démocratique du Congo et à la recherche de moyens de renforcer le rôle et la contribution de l'Union africaine à la recherche d'une solution pacifique à la crise. L'Algérie reste fermement engagée en faveur d'une solution africaine menée par les Africains eux-mêmes à ce conflit. Une solution fondée sur un dialogue inclusif et le respect total du droit international, y compris les principes fondamentaux consacrés par la Charte des Nations Unies et l'acte constitutif de l'Union africaine. Nous sommes pleinement confiants dans la capacité de l'Union africaine, en étroite coopération avec les acteurs régionaux et internationaux, à ouvrir de nouvelles perspectives pour la République démocratique du Congo et pour toute la région. Des perspectives non fondées sur l'affrontement, les conflits et la souffrance, mais sur la coopération, la compréhension mutuelle et la prospérité. Dans ce contexte, le chef de la diplomatie algérienne a souligné l'importance de revitaliser tous les mécanismes africains mis en place pour contribuer à une solution politique à la crise. Il a par ailleurs insisté sur le fait que le rôle de l'Afrique devait compléter les efforts internationaux qui ont récemment abouti à 2 accords importants, à savoir l'accord de Washington et l'accord de Doha. Nous nous réunissons aujourd'hui à un moment particulièrement préoccupant pour la République démocratique du Congo, la région des Grands Lacs et l'ensemble de notre continent africain. Face aux dynamiques majeures que connaît actuellement cette crise, notre devoir collectif est de parler avec clarté et d'agir avec détermination. L'Algérie estime qu'il est désormais temps de tirer pleinement parti des mécanismes clés mis en place par l'Union africaine pour traiter la crise chronique dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous faisons ici référence en particulier au cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région que nous considérons comme une base globale capable de redynamiser les processus parallèles de Luanda et de Nairobi. Dans son allocution, Ahmed Attaf a également souligné la nécessité de concentrer les efforts de l'UA sur 3 priorités urgentes. Premièrement, activer et consolider le cessez-le-feu. Deuxièmement, renforcer les efforts politiques et diplomatiques entre les parties au conflit. Et troisièmement, s'attaquer aux causes profondes du conflit. On écoute. Les efforts collectifs renouvelés de l'Union africaine doivent être guidés par 3 priorités urgentes. Premièrement, parvenir à un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt inconditionnel des hostilités. Deuxièmement, adopter une démarche politique, sécuritaire et diplomatique solide menant à une paix durable en République démocratique du Congo et dans la région au sens large. Troisièmement, poursuivre et intensifier tous les efforts visant à traiter les causes profondes
profonde du conflit. Nous croyons fermement que les richesses de la République démocratique du Congo doivent être une source de coopération plutôt que de confrontation, un moteur de prospérité partagée et d'intégration régionale et un levier de développement durable au lieu d'être à l'origine de crises et de conflits prolongés. Conformément aux directives du président de la République Abdelmajid Tebboune, le ministère des Affaires étrangères a publié ce lundi un communiqué dans lequel il informe les citoyens algériens résidant à l'étranger et titulaires d'un passeport étranger en cours de validité que, exceptionnellement, la procédure simplifiée leur permettant d'entrer et de sortir du territoire sans visa est prolongée jusqu'au 31 décembre 2026 en présentant uniquement un passeport étranger ainsi que leur passeport national biométrique ou leur carte nationale d'identité biométrique, même si ces deux documents sont périmés, à condition que les mêmes documents soient utilisés pour l'entrée et la sortie du territoire. Autre actu du jour, une cérémonie officielle de haut niveau consacrée à la signature de contrats stratégiques dans le domaine du dessalement de l'eau de mer s'est tenue ce lundi au siège de Sonatrach. Cet événement majeur s'inscrit dans la politique nationale de sécurisation durable des ressources hydriques et de renforcement des infrastructures vitales du pays. Les contrats portent sur la construction de 3 nouvelles stations de dessalement situées dans les wilayas de Tlemcen, avec la station de Ain Ajroud à Marsa Ben Mehdi, de Chlef avec la station de Dahr al-Marsa et de Mostaganem avec la station de Sidi Lajel al-Khadra. Les 3 stations pour lesquelles nous signons aujourd'hui des contrats de réalisation, chacune d'une capacité de production de 300 000 mètres cubes par jour, constituent un élément fondamental de la réalisation de la vision nationale visant à porter la capacité de production d'eau salée à 5,6 millions de mètres cubes par jour d'ici 2030. Nous affirmons que la réussite nationale est un choix stratégique irréversible et que le savoir-faire algérien est à même de relever les défis. La réalisation de ces projets permettra d'accroître les capacités de production et d'atténuer les difficultés rencontrées par les citoyens en raison de la pénurie d'eau. Dans le secteur de l'industrie pharmaceutique, l'Algérie a entamé ce lundi la production de stylos à insuline de nouvelle génération destinés aux patients diabétiques, et ce dans le cadre d'un partenariat stratégique entre le groupe public Saïdal et la société Novo Nordisk. Le deuxième site qui est à Boufarik, là on se retrouve aujourd'hui, qui est spécialisé dans la production. J'ai le plaisir d'annoncer aujourd'hui le lancement des premiers stylos d'insuline de nouvelle génération sur le marché algérien, à savoir l'insuline Tresiba. Ce lancement s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique entre le groupe Saïdal et la société Novo Nordisk. Nous avons réussi à signer un mémorandum d'entente ainsi qu'un contrat en mois d'octobre, ce qui a permis la disponibilité du produit aujourd'hui sur le marché algérien. C'est une journée historique parce qu'on célèbre la sortie aujourd'hui des lignes de production du site de Novo Nordisk, des boîtes d'insuline de nouvelle génération fabriquées en partenariat par le groupe Saïdal et la compagnie Novo Nordisk Algérie. Le site a une capacité de production qui va de 55 à 60 millions de stylos. Ceci, évidemment, dépasse presque du double le nombre de patients que sert Novo Nordisk en Algérie. Et du coup, ça laisse de la capacité pour de l'export. Et comme vous l'avez remarqué, nous avons réalisé des opérations d'export dans le passé, l'année passée, plus précisément, pour l'Afrique et pour le Moyen-Orient. Dans un tout autre sujet, le Conseil de sécurité de l'ONU examine ce lundi soir la reconnaissance par l'entité sioniste du Somaliland. Une décision qui a suscité une vive controverse et de nombreuses réactions internationales et régionales. À la demande du groupe A3+, qui comprend l'Algérie, la Sierra Leone, la Somalie et le Guyana, le Conseil examinera donc les conséquences politiques et juridiques de la décision sioniste concernant ce territoire. À noter que cette demande a reçu le soutien de la Chine, du Pakistan et de la Russie, témoignant de l'intérêt international croissant porté à cette question. Dans ce contexte, le chef du mouvement Houthi au Yémen, Abdelmalek al-Houthi, a déclaré considérer toute présence de l'occupation sioniste en Somalie comme une cible militaire légitime pour ses forces.
ajoutant dans un communiqué publié dimanche que le groupe prendrait toutes les mesures nécessaires pour soutenir le peuple somalien, exprimant son refus catégorique de voir une quelconque partie de la Somalie servir de base arrière à l'entité sioniste au détriment de l'indépendance et de la souveraineté de la Somalie, ainsi que de la sécurité de la région et de la mer Rouge. Et de son côté, le chef de la diplomatie iranienne a estimé que la reconnaissance d'une partie de la Somalie par l'entité sioniste visait à fragmenter les pays islamiques et à affaiblir la région, soulignant dans une conférence de presse que l'OCI, la Ligue arabe et l'Union africaine ont unanimement condamné et rejeté ces initiatives. La reconnaissance d'une partie du territoire d'un pays indépendant, la Somalie par une partie dont l'existence même est illégitime, ne sert qu'un seul but: démembrer les pays islamiques, accentuer la fragmentation régionale et rendre la région plus vulnérable face aux ambitions et aux agressions du régime sioniste. Les pays de la région se sont unis pour condamner cette initiative. Les déclarations publiées par l'Organisation de la coopération islamique, la Ligue arabe et l'Union africaine ont clairement et explicitement rejeté cette action. Voilà, on vient d'écouter le porte-parole de la diplomatie iranienne, Ismail Baqai. La Chine a elle aussi emboîté le pas. Le porte-parole de la diplomatie chinoise, Lin Jian, a déclaré que Pékin s'opposait fermement à la reconnaissance formelle par l'entité sioniste du Somaliland comme un État souverain et indépendant. On écoute. La Chine est profondément préoccupée et s'oppose fermement à cette initiative. Elle a pris note de la déclaration immédiate du gouvernement fédéral somalien rejetant résolument cette mesure, ainsi que des organisations régionales telles que l'Union africaine, la Ligue arabe, le Conseil de coopération du Golfe, l'Organisation de la coopération islamique et l'Autorité intergouvernementale pour le développement. Et de nombreux pays de la région qui l'ont également déploré et condamné avec la plus grande fermeté. Conformément au but et principe de la Charte des Nations Unies et au droit international, le Somaliland est une partie inaliénable du territoire somalien. La Chine soutient fermement la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la Somalie et s'oppose à toute tentative de partition de son territoire. On en parlait tout à l'heure en titre. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a annoncé ce lundi le martyre de Abu Ubaïda, alias Samir Abdullah al-Kahlout, ancien porte-parole des brigades Al-Qassam, et de Mohamed Sinwar, son commandant à Gaza. Cette confirmation vient mettre fin à des mois de spéculation après l'annonce il y a quelques mois du martyre de ces derniers par les forces d'occupation sionistes. Nous pleurons le grand chef, le moudjahid martyr Mohamed Sinwar Abu Ibrahim, chef des brigades Azz ad-Din al-Qassam, digne successeur d'un digne prédécesseur, homme d'une intelligence exceptionnelle qui a dirigé les brigades al-Qassam pendant une période extrêmement difficile, succédant au grand martyr de la nation Abu Khalid ad-Daif, après avoir été commandant de la branche des opérations d'Eluj al-Aqsa et qui a joué un rôle majeur et éminent dans la planification et l'exécution de la glorieuse opération du 7 octobre. Et toujours pas d'accalmie pour les Palestiniens de Gaza qui vivent dans une souffrance constante depuis plus de 2 ans en pleine agression génocidaire sioniste. La liste des martyrs s'est une nouvelle fois allongée ce lundi. Le bilan s'est alourdi à 71 266 martyrs et 171 222 blessés. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les corps d'un martyr ainsi que 3 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de la bande au cours des dernières 48 heures. Au raid d'agression sioniste s'ajoutent les difficultés de l'hiver, un hiver extrêmement rude pour les Gazaouis sans abri. Les pluies torrentielles qui traversent l'enclave ont presque tout détruit sur leur passage, inondant les tentes de déplacés à Khan Younes. Les détails, Amal Amzine Zitouni.
Sous le choc de la terrible nuit qu'il vient de vivre, ce Palestinien crie son effroi. Il explique comment un bébé de 2 mois a été sauvé de justesse. Les Gazaouis vivent une véritable tragédie. Des tentes détruites près de la plage, celles qui restent sont inondées d'eau. Les déplacés essaient de sauver ce qu'ils peuvent après la tempête qui a touché Khan Younes hier. Nous avons été submergés par l'eau. Ma tente a été inondée, nos sacs de farine, nos matelas. Il ne nous reste plus rien dans la tente. Nous dormions sous nos tentes lorsque l'eau de mer nous a surpris et la tente s'est effondrée sur nous. Je n'ai rien pu récupérer, tout a disparu, plus de tente, plus rien. Livrés à eux-mêmes au gré des caprices de Dame Nature, au froid, au vent glacial et aux pluies torrentielles, les Gazaouis n'ont d'autre choix que de s'installer sous les carcasses des maisons détruites ou endommagées par les bombardements sionistes, au péril de leur vie. Les tentes n'offrent aucune protection en cette période hivernale. Nous n'avons nulle part où aller et nous en avons assez de vivre sous des tentes. À chaque tempête, nous sommes confrontés aux inondations. Nous avons quitté Deir el-Balah à cause des inondations et les tentes étaient elles aussi sous l'eau. Nous sommes rentrés chez nous dans notre quartier où nous tentons de réparer ce que nous pouvons sous les décombres. C'est mieux que les tentes qui sont si inconfortables par ce froid. Entre le 10 et le 17 décembre, 17 bâtiments se sont totalement effondrés dans la bande de Gaza, tandis que plus de 42 000 tentes ou abris temporaires ont subi des dégâts. Ces dommages ont affecté des milliers de Palestiniens dans l'ensemble du territoire et le nombre ne cesse de croître. À ce sujet, le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, Philippe Lazzarini, a affirmé que les rigueurs de l'hiver aggravaient davantage la souffrance de la population de la bande de Gaza. Selon ce dernier, la pluie vient exacerber la misère humaine alors que l'aide humanitaire n'est toujours pas autorisée à entrer à l'échelle nécessaire. On ouvre notre dossier russo-ukrainien pour parler de cette rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Les deux dirigeants évoquent des avancées majeures et des annonces diplomatiques ambitieuses concernant le plan de paix. Néanmoins, sur le terrain et chez la population ukrainienne, la prudence domine, le scepticisme reste fort. Les détails, Maria Chouillard. Réunis dimanche à Palm Beach autour d'un déjeuner de travail, les présidents américains et ukrainiens ont voulu afficher leur optimisme. Devant les caméras, Donald Trump et Volodymyr Zelensky ont salué des échanges constructifs, évoquant des avancées diplomatiques et une volonté commune de poursuivre le dialogue. Notre réunion a été excellente. Nous avons abordé de nombreux sujets. Comme vous le savez, j'ai eu un excellent entretien téléphonique avec le président Poutine qui a duré plus de 2 heures. Nous avons discuté de nombreux points et je pense que nous nous rapprochons considérablement d'un accord. Le président Zelensky et moi-même venant de nous entretenir avec les dirigeants européens, nous avons fait beaucoup de progrès pour mettre fin à cette guerre qui est vraiment la guerre la plus meurtrière depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous avons discuté de tous les aspects du cadre de paix et nous avons enregistré des avancées majeures. Un plan de paix en 20 points approuvé à 90%, des garanties de sécurité américano-ukrainiennes approuvées à 100%, des garanties de sécurité américano-européennes quasi conclues, un accord à 100% sur la dimension militaire, un plan de prospérité en cours de finalisation et nous avons également discuté du cadre des actions à venir. De nombreux dirigeants, notamment de l'OTAN et de l'Union européenne, étaient présents. Nous avons convenu que nos équipes se réuniraient dans les prochaines semaines pour finaliser tous les points abordés. De nombreux progrès pour Donald Trump, une très bonne rencontre pour Volodymyr Zelensky, mais aucune percée décisive à la clé. Sur le fond, la paix reste encore hors de portée. Près de 4 ans après le début du conflit entre Kiev et Moscou, les lignes de fracture demeurent profondes. Les négociations sont nécessaires et les accords et les discussions avec nos partenaires sont particulièrement importants. Mais une seule réunion changera-t-elle le cours de la guerre? Malheureusement non.
Il est injuste de céder notre territoire. Certes, la paix est importante, mais elle doit être juste. Je pense que Poutine a perdu la raison. Si vous voulez la paix, retirez vos forces et quittez ce territoire. Vous-même avez dit que vous respecterez vos voisins. De quel respect parle-t-on ? Je ne crois pas que cette guerre puisse se terminer par une simple décision ou une réunion. Il faut un changement radical. Près de 4 ans après le début de la guerre en Ukraine, les divergences politiques, sécuritaires et territoriales continuent de peser lourdement sur les négociations. Si le dialogue se poursuit au plus haut niveau, aucune échéance concrète n'a pour l'instant été fixée, laissant planer le doute sur la capacité de cette initiative à déboucher rapidement sur une paix durable. Entre espoir affiché et réalité du terrain, l'ombre du Donbass continue de planer sur des négociations dont l'issue reste incertaine. En Chine, la zone de commandement de l'Est de l'Armée populaire de libération a déployé ce lundi des chasseurs, des bombardiers et des drones en coordination avec des tirs de roquettes à longue portée pour conduire des exercices dans les eaux et l'espace aérien au milieu du détroit de Taïwan, selon la zone de commandement. Axés sur la frappe de cibles mobiles au sol, ces exercices visent à tester les capacités des troupes à mener des attaques de précision sur des cibles clés. Pour en parler plus en détail, nous rejoint en direct de Pékin Zhang Shanhui, journaliste CGTN. Bonsoir Shanhui. Bonsoir et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors Shanhui, quelles sont selon vous les raisons du déclenchement de ces opérations en ce moment précis ? En fait, il s'agit d'un sujet très simple. En fait, c'est que récemment, Taïwan s'est engagé plus de 11,1 milliards de dollars dans les achats d'armes américains, dont les capacités offensives et des systèmes intégrés au réseau américain. En fait, je pense que ça perturbe la paix régionale et aussi la paix nationale, comme Taïwan fait partie de la Chine. Et en fait, de ce point de vue-là, on peut dire que les autorités taïwanaises ne semblent plus chercher la stabilité, mais ils institutionnalisent une logique de séparatisme et d'indépendance de Taïwan. En effet, encore une fois, c'est une escalade financière, c'est une escalade de l'ampleur, parce que Washington a approuvé cette vente de 11 milliards de dollars. Donc c'est quand même un montant énorme. Et en fait, c'est le programme le plus important jamais accordé à une île, même jamais accordé à Taïwan. Et en fait, pour moi, ce n'est pas un simple chiffre, mais un choix politique. C'est-à-dire, c'est un choix qui est peut-être en train de se transformer Taïwan en une société de garnison, en réorientant les ressources civiles, sociales et industrielles vers une logique de séparatisme militaire. Donc, de ce point de vue-là, on peut voir que les autorités locales, aujourd'hui à Taïwan, ne pensent pas à la vie, au bien-être, au quotidien de leur propre peuple, mais surtout à tisser ce côté de sécession, tisser ce côté de séparatisme. C'est quelque chose qui est inacceptable. Et d'ailleurs, selon le droit international et les résolutions de l'ONU, Taïwan fait partie intégrante de la Chine. Et d'ailleurs, c'est le cas depuis le début de l'histoire. Donc les opérations de l'APL, les opérations en ce moment que vous voyez dans le détroit de Taïwan, se déroulent donc dans les eaux et l'espace aérien relevant de la souveraineté chinoise. Donc elles visent surtout à dissuader toute tentative de sécession et aussi à préserver l'intégrité territoriale de la Chine. Donc il ne s'agit pas d'une projection de force vers l'extérieur, mais surtout un exercice normal du droit souverain d'un pays qui est la Chine à défendre son propre unité, son propre sécurité, son propre unité nationale. Très bien, merci beaucoup Zhang Shanhui pour ces précisions. À très bientôt. Merci. Sport football, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 est montée en intensité avec le début de la 3e et dernière journée. L'Algérie, l'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud sont déjà assurés de terminer premiers de leur groupe, tandis que le Botswana, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Zimbabwe et l'Angola sont éliminés. Sur les 8 matchs restants de cette dernière journée, 15 sélections espèrent encore obtenir leur billet pour les 8e de finale. Qualification donc acquise pour les 8e de finale de la CAN pour l'Algérie. Avec 1-0 face au Burkina Faso, les Verts ont assuré leur place après un match qualifié de laborieux. On écoute à ce propos les réactions du sélectionneur Vladimir Petkovic et des joueurs.
Donc pour sa première participation en Coupe d'Afrique des Nations, le jeune Ibrahim Maza a été élu homme du match face au Burkina Faso, et ce après une prestation remarquable. Félicitations. Voilà, madame, monsieur, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actu continue sur Al 24 News. Excellente soirée à toutes et à tous.